La contradiction. C'était un politicien célèbre et bien en place, quelque peu arrogant et impatient. D'une grande culture, il était plutôt ennuyeux et compliqué dans ses exposés. Il ne pouvait pas se permettre d'être subtil, car il était trop engagé dans la lutte. Il était le public, l'État, le pouvoir. Il avait une grande facilité d'élocution, et cette facilité se retournait souvent contre lui. Il était incorruptible, et c'était cela qui lui donnait de l'autorité sur le public. Il était assis dans cette pièce et semblait curieusement mal à l'aise. Il n'y avait plus de politicien, mais un homme nerveux et embarrassé. Toute son arrogance et son assurance étaient tombées, il n'y avait plus qu'interrogations anxieuses, considérations et mise à nu. « Pourquoi y a-t-il de la contradiction dans notre vie ?» demandait-il. « Nous parlons des idéaux, de la paix, de la non-violence, et pourtant nous jetons les fondements de la guerre. Nous devons être réalistes et non des rêveurs. Nous désirons la paix et pourtant toutes nos activités tendent, en fin de compte, à la guerre. Nous désirons la lumière et pourtant nous fermons les fenêtres. Tout le processus même de notre pensée est une contradiction, que nous le voulions ou non. Cette contradiction est probablement inhérente à notre nature et par conséquent il n'y a guère d'espoir d'être intégré. L'amour et la haine semblent toujours aller de pair. Pourquoi cette contradiction? Est-elle inévitable? Peut-on l'éviter? L'État moderne peut-il être entièrement pour la paix? Peut-il se permettre d'être entièrement une chose et une seule? Il doit travailler pour la paix et cependant préparer la guerre. Le but est la paix par la préparation de la guerre. Pourquoi avons-nous un point de mire, un idéal, puisque si l'on s'en écarte, cela crée la contradiction? S'il n'y avait pas de point de mire, d'objectif, de conclusion, il n'y aurait pas de contradiction. Nous nous fixons un but, puis nous nous en écartons, et cela est considéré comme une contradiction. Nous arrivons à une conclusion par des voies tortueuses et sur des plans différents, puis nous essayons de vivre en accord avec cette conclusion ou cet idéal. Comme cela nous est impossible, cela crée une contradiction. Alors nous essayons de jeter un pont entre l'objectif, l'idéal, la conclusion et la pensée ou l'acte qui la contredisent. C'est ce qu'on appelle la constance. Et comme nous admirons un homme qui fait preuve de constance, qui s'attache à sa conclusion, à son idéal, nous le considérons comme un saint. Mais les fous, eux aussi, font preuve de constance, de fermeté. Eux aussi s'attachent à leur conclusion. Il n'y a pas de contradiction chez un homme qui se prend pour Napoléon. Il est l'incarnation de sa conclusion. Et un homme qui s'est complètement identifié à son idéal est évidemment un déséquilibré. La conclusion que nous appelons idéale peut s'établir à tous les niveaux, et peut être consciente ou inconsciente. Et une fois que nous l'avons établie, nous essayons de faire en sorte que nos actes s'y conforment, ce qui crée la contradiction. Ce qui est important, ce n'est pas de suivre une ligne de conduite déterminée et de s'y tenir, d'être fidèle à son idéal, mais de découvrir pourquoi nous avons cultivé cet objectif, cette conclusion. Car si nous n'avions pas de modèle, cette contradiction disparaîtrait. Pourquoi avons-nous donc un idéal, une conclusion? L'idéal n'empêche-t-il pas l'action? L'idéal ne vient-il pas modifier l'action, contrôler l'action? N'est-il pas possible d'agir sans idéal? L'idéal est la réponse de l'arrière-plan, du conditionnement. Ainsi ne peut-il jamais être le moyen de libérer l'homme du conflit et de la confusion. Au contraire, l'idéal, la conclusion, élargissent le fossé entre l'homme et l'homme et hâtent ainsi le processus de désagrégation. S'il n'y a pas d'objectif, pas d'idéal dont on puisse s'écarter, il n'y a pas de contradiction avec son besoin d'être ferme, fidèle, constant. Alors il n'y a qu'une action immédiate, spontanée, et cette action sera toujours complète et vraie. Le vrai n'est pas un idéal, un mythe, mais le réel. Le réel peut être compris, on peut traiter avec le réel. La compréhension du réel ne peut engendrer l'inimitié comme le font les idéaux. Les idéaux ne peuvent jamais provoquer une révolution fondamentale, mais seulement modifier la continuité de l'ancien. Il n'y a de révolution fondamentale et permanente que dans l'action immédiate, spontanée, qui n'est pas fondée sur un idéal et par conséquent libre de toute conclusion, de toute finalité. Une action préparée
nécessite de constantes modifications pour s'adapter aux circonstances changeantes. L'action, selon un plan préparé à l'avance, échouera fatalement si vous ne prenez pas en considération les faits physiques et les pressions psychologiques. Si vous projetez de bâtir un pont, vous devrez non seulement en faire une épure, mais encore étudier le terrain où il sera construit, sinon votre projet sera inadéquat. Il ne peut y avoir d'action complète que lorsque tous les faits physiques et toutes les contraintes psychologiques du processus total de l'homme seront compris, et cette compréhension ne dépend d'aucune épure. Elle réclame une adaptation rapide qui est l'intelligence, et ce n'est que lorsque l'intelligence fait défaut que nous avons recours aux objectifs, aux idéaux, aux conclusions. L'État n'est pas statique. Ses chefs peuvent l'être, mais l'État, comme l'individu, est vivant, dynamique, et ce qui est dynamique ne peut pas être mis dans le carcan d'une épure. Nous dressons généralement des murs autour de l'État, les murs des conclusions, des idéaux, dans l'espoir de l'assujettir. Mais on ne peut pas assujettir une chose vivante sans la tuer. Aussi nous nous mettons en devoir de tuer l'État pour le façonner ensuite selon notre épure, selon l'idéal. Il n'y a que les choses mortes que l'on peut obliger à se conformer à un modèle, et comme la vie est perpétuellement en mouvement, il y a contradiction dès que nous essayons d'ajuster la vie selon un plan déterminé, selon un objectif défini à l'avance. La conformité à un modèle est la désagrégation de l'individu et donc de l'État. L'idéal n'est pas supérieur à la vie, et lorsque nous agissons dans ce sens, il y a confusion, antagonisme et souffrance.